ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم ما اخترت غيركم ولا. Bonsoir, c'est l'Université Bonsoir. de l'amour, Guillaume et Sabrina, en direct, donc avec Capucine Moreau. Bonsoir Capucine. Bonsoir à tous les deux. Capucine, Bienvenue à toi pour cette interview voilà, qui va se passer comme d'habitude. Hein. c'est-à-dire très bien. Alors, je voudrais juste présenter rapidement Capucine, parce qu'en fait, je sais que Sabrina a plein de questions, donc moi j'ai décidé de faire des trucs autour. Donc voilà, Capucine, je suis l'auteur d'un livre qui s'intitule La créativité érotique dans le couple. Je ne sais pas si on le voit. Alors évidemment, Ouais, on voit à l'envers, mais c'est un très beau livre avec un sujet qui est absolument magnifique. C'est ce sujet de la créativité érotique dans le couple. Et tu es sexothérapeute et tu as une école qui s'appelle l'École de Capucine, dont j'espère que tu vas nous parler un petit peu pour nous dire ce qui s'y passe dans cette école, puisque, si j'ai bien compris, la thématique de l'école, c'est justement en grande partie la créativité érotique. Tout à fait. Donc, voilà. Comment on fait une école de l'érotisme en France? Ah, ça a été quand même, c'est une gageure, hein, c'est pas si simple. J'ai créé cette structure en 2017. Alors d'abord sur Toulouse, puisque je vis à Toulouse. Donc tous les débuts, c'était vraiment quelque chose qui se voulait territorialiser, aussi pour tester un petit peu comment ça allait se passer. En fait, je voulais créer des espaces d'échange, d'apprentissage, d'introspection sur la question de l'érotisme. Vous m'entendez bien, c'est bon? Parfait. Très bien. Ouais, ok, pour être sûr. Parce que je trouvais que ça manquait tout simplement. Hein. C'est des choses qui existent quand même assez peu, encore plus il y a 4 ans, on va dire 4-5 ans. Et du coup, au départ, je l'ai créé sur Toulouse et puis petit à petit, là, nos propositions se veulent plus accessibles dans toute la francophonie puisqu'en fait, on n'est pas très nombreux à avoir ce genre de propositions. Donc, on est en train de développer un programme en ligne aussi qui peut être accessible du coup par tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était en novembre 2017, École de Capucine. Donc, le sous-titre, c'est Cultiver l'érotisme. Et on avait préparé un communiqué de presse. Et en tout cas, dans le quart d'heure, la Dépêche du Midi m'a appelé en disant c'est quoi cette histoire d'école de l'érotisme. Et en fait, il y a eu quand même un relais médiatique intéressant, sachant que quand on parle, et vous le savez aussi, de sexualité, d'érotisme, c'est vraiment comme une corde. Enfin, j'ai l'impression d'être, ça va un peu mieux maintenant, mais d'être vraiment une funambule sur vraiment un sujet très délicat. Donc, pour pas virer dans quelque chose de grossier, qui pourrait avoir l'air d'un truc échangiste ou qui pourrait avoir l'air un peu glauque pour que les personnes soient en sécurité. C'était vraiment tout un travail autour de quel mot on choisit, quelle identité visuelle. Hein, vous avez vu sur le livre, d'ailleurs, il y a un dessin d'une artiste avec laquelle je travaille sur Toulouse pour travailler vraiment l'image, parce que ça reste des sujets assez délicats quand même. Surtout quand on propose de les travailler en collectif, en groupe. Oui, ça n'a pas dû être simple. Alors, tu as dit érotisme et tu as dit sexualité presque dans la même phrase. Ton livre, c'est pas la créativité sexuelle dans le couple, c'est la créativité érotique. Donc, c'est vrai que ça nous donne envie de t'entendre un peu sur ce sujet, le distinguo que tu fais, de quoi il s'agit vraiment, etc. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai choisi d'utiliser plutôt le mot érotisme que sexualité, parce que pour moi, il y a 15 000 définitions de l'érotisme, mais pour moi, c'est un mot qui est plus large que celui de sexualité. Je me suis rendu compte, ceci dit, en créant l'école, qu'il était presque plus difficile de parler d'érotisme que de sexualité, que c'était un mot assez galvaudé, avec des représentations un peu stéréotypées, presque talons aiguilles et barésie, vous voyez, enfin avec donc il a fallu aussi déconstruire ce terme que je trouve très beau. Pour moi, alors j'ai été formée en sexologie par une personne qui s'appelle Jacques Weinberg et qui pour moi vraiment une définition intéressante de l'érotisme, enfin une image. Il dit l'érotisme est à la sexualité ce que le chant est au cri.
C'est-à-dire que finalement, une sexualité reproductive, coïtale, on est tous et toutes à peu près programmés pour savoir faire, mais par contre, tout ce qu'on va inventer autour en tant qu'humain, en tant qu'humaine, absolument tout autour du désir, du plaisir, bah, pour moi, ça pourrait être dans la catégorie érotisme, en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que je le définis. Donc, c'est très, très large, finalement. Bon, merci pour cette définition de l'érotisme. Et il y a une autre définition que j'ai bien aimée dans votre livre, c'est celle du couple que vous donnez, en précisant que le couple, c'est difficile de le définir, mais qu'à partir du moment où il se nomme lui-même couple et qu'il se considère lui-même couple, eh bien, c'est un couple. Oui, parce que j'ai cherché à le définir. Bah, effectivement, j'ai tout un premier chapitre sur le couple contemporain, puisque on sait bien que l'entité couple a énormément évolué en fonction des générations. Et alors, je me cassais la tête. Je me disais, on peut plus dire que c'est le mariage, on peut plus dire que c'est les enfants, on peut plus dire que c'est la cohabitation. Et je me suis dit, après tout, un couple aujourd'hui, oui, c'est deux personnes qui se définissent comme un couple, en fait. Enfin, voilà, j'ai pas trouvé. Je trouvais que c'est finalement le plus simple, quoi. Donc, tant mieux, merci de le relever. C'est chouette, ça me fait plaisir. Moi aussi, la lecture. Oui. Tout à fait. Alors, on a plein de questions. Donc, on va trier un peu. Justement, à propos du couple contemporain, il y a un passage où vous parlez de l'amour, de la recherche de l'amour et d'une union durable, et couplée d'une sexualité épanouie. Oui. Ça, j'ai bien aimé ce passage. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire plus, mais il y a quelques phrases qui sont très jolies, très joliment écrites. Alors, il faut juste que je retrouve. Pendant que Sabrina cherche, j'en profite pour dire que ce texte est merveilleusement bien écrit. C'est très agréable à lire. On se laisse vraiment porter. Et même, il arrive même que c'est tellement un plaisir de lecture qu'on oublie un petit peu le sujet. Ah, tant mieux. Il arrive 2 ou 3 fois d'être obligé de revenir sur le paragraphe en me disant, mais finalement, qu'est-ce qu'elle dit là? Parce que moi, je me laissais porter par les mots comme ça. Et puis, les quelques dessins aussi sont très, très raffinés, quoi. Et il y a vraiment un plaisir de la lecture de ce livre, quoi. Merci. C'est un point important à souligner, je pense. Oui, et peut-être du coup, je peux en profiter pour rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, le processus d'écriture, moi, j'avais le sujet au départ, et je sais pas, un peu j'ai eu un réflexe un peu universitaire de me dire, alors je vais faire un manuel alors c'est parti de façon très théorique, et en fait, en commençant à l'écrire, je n'avais pas de plaisir, et je me suis dit, quand même, t'écris un bouquin sur le plaisir, il va falloir trouver l'endroit du plaisir. Et du coup, je me suis vraiment imaginée, parce que j'ai animé plein de conférences avant de faire ce bouquin, et je me suis vraiment imaginé les gens devant moi, les gens qui viennent au cabinet, les ateliers que j'anime, je me suis dit, je vais vraiment leur raconter une histoire, et du coup, c'est aussi pour ça que l'écriture, je pense, est vivante, parce que c'est vraiment comme si je parlais, et d'ailleurs, j'ai un patient qui m'a dit, en lisant mon livre, c'est comme si j'avais ma sexo à domicile. C'était très joli et très mignon. Oui, j'ai retrouvé mon passage. Donc, c'est la conclusion de la partie qui s'intitule un modèle inédit. Et juste avant, il y a le couple définition. Alors, c'est la conclusion. Donc. C'est donc à nous d'inventer le couple amoureux et érotique dans sa forme contemporaine et d'apprendre à faire coexister pour la première fois dans l'histoire amour, union durable et sexualité épanouie. Cela représente un apprentissage collectif nouveau et nous allons en dessiner quelques pistes dans cet ouvrage. Merci. J'aime bien ces thématiques de couple contemporain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce couple contemporain par rapport à l'érotisme? Oui. Alors, je dirais que quand vous dites on va en dessiner quelques lignes, c'est un peu l'idée aussi de ce livre et de l'école de Capucine. C'est un truc un peu aussi work in progress. Pour moi, on est sur ces thématiques. C'est pas parce que je suis sexologue. Enfin, je suis sexologue, donc j'ouvre des espaces pour réfléchir et explorer la relation qu'on a à construire dans le couple collectivement. Mais pour moi, ça se fait ensemble avec justement les lecteurs, les lectrices, tout le monde, quoi, les personnes qui viennent aux ateliers, qui participent aux conférences.
Et c'est ça que j'essaye de faire aussi, de créer des espaces d'exploration finalement. Puisqu'on est obligé de réinventer. Et le couple contemporain, j'ai essayé effectivement d'en dessiner les lignes. Parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que le couple tel qu'il était, enfin le couple comme entité sociétale, fonctionne plus trop dans la mesure où fonctionne plus trop dans sa forme durable et compagnie. Et en même temps, tout le monde y tient encore beaucoup. Les jeunes ont envie d'être en couple. Tout le monde se demande comment faire parce qu'on a des parents divorcés. Enfin, les générations qui aujourd'hui créent couple ont vu déjà tous leurs parents divorcés, séparés. Donc ils ont peur aussi de s'attacher, d'ouvrir leur cœur et tout. Mais en fait, quand même, collectivement, on y tient encore à cette histoire de couple durable. Donc, il y a ça, et à la fois, on est dans une recherche d'immédiateté, dans une consommation, comme on dit. Et puis, on entend aussi un espèce d'impératif de sexualité, là, qu'on voit de partout. Tout le monde a l'air de s'éclater tout le temps. Et c'est pas toujours compatible avec la notion de couple à l'ancienne, on va dire. Donc, c'est aussi comment on peut, à mon sens, réinventer le couple avec ces nouvelles dimensions, finalement, actuelles. C'est pour ça que je parle de contemporain, en fait, avec toutes les questions aussi autour du genre, autour de la place de la femme, qui bouge beaucoup aussi aujourd'hui, la place de la femme dans le couple, la place de la femme dans la société, dans la famille. On ne peut plus fonctionner comme avant. La femme qui se réapproprie aussi sa sexualité. Comment on peut faire entre les genres de façon un peu différente et disons plus agréable pour tout le monde. Quelque chose comme ça. C'est très intéressant, je trouve, cette réflexion, et c'est très très riche. Et puis c'est comme tu l'as dit à plusieurs reprises. Alors j'ai noté que moi je te tutoie et Sabrina de vous voir. Ah, on va peut-être se tutoyer. On peut essayer d'inventer un genre intermédiaire. Tu sais, en italien, on dit lei. Lei, ça veut dire il ou elle. On va se tutoyer, Oui, et c'est complètement d'actualité. Et je pense par exemple à un film que nous on a été voir hier, qui s'appelle Les Olympiades. C'est un film qui se passe dans le 13e arrondissement à Paris, de Jacques Audiard. Et on voit dans ce film justement la recherche de personnes qui ont une trentaine d'années, je pense, ou une petite trentaine, pour comment concilier tout ce que tu disais, c'est-à-dire le besoin, le désir d'une sexualité immédiate et quand même satisfaisante, la volonté d'être un individu qui vit dans sa liberté, dans son plaisir et pour lui, et en même temps, malgré tout, effectivement, un désir de continuité, un désir de se projeter dans l'avenir, et ça, donc, a priori, avec quelqu'un d'autre. Et on voit bien à quel point c'est compliqué aujourd'hui, quoi. Oui. Ça n'a jamais été simple, mais là, c'est en ce moment oui. Oui, parce qu'en plus, on ne peut plus trop se référer à des codes, en fait. Donc, on déconstruit beaucoup de choses, et là, c'est le temps de la reconstruction. Et moi, je trouve, j'accompagne beaucoup de personnes, de toute façon, j'allais dire de 18 à 70, 75, et en tout cas, chez les vingtenaires aussi, là, je trouve qu'il y a vraiment une recherche intéressante d'authenticité aussi, d'engagement, de transparence, de lien profond, finalement, aussi à l'autre, de communication profonde, de vérité. Enfin, c'est intéressant. Il y a un passage que j'ai bien aimé sur la norme et sur justement ces jeunes, ce qui renvoie. Donc, je vais le lire. C'est finalement la norme évolue, mais le fait de se référer à une norme, non. Je pense aussi à ces témoignages de jeunes personnes autour de la vingtaine, me confiant. Aujourd'hui, si on n'a pas coché toutes les cases, sodomie, triolisme, alors là tu précises que c'est une pratique sexuelle impliquant 3 partenaires, etc., eh bien on n'est pas cool. Donc ça c'est un retour qu'on t'a fait là-dessus. Oui. Oui, finalement on a toujours des injonctions extérieures. Et là les injonctions, alors c'est intéressant parce qu'on évolue, mais il y a quand même toujours des injonctions. Et c'est rigolo de voir, je trouve, à chaque génération,
comme les injonctions changent, mais finalement, il y a toujours ce truc extérieur. Et j'anime aussi des groupes en non-mixité où il va y avoir des personnes, par exemple, de 20 ans, de 30 ans, de 40, de 60 et tout. Et c'est assez rigolo parce que enfin, rigolo. Et pas toujours, enfin, il y a un côté un peu tristoun aussi de voir que finalement, y a, voilà, quelque chose qui se réfère toujours à l'extérieur finalement. On est toujours un peu prisonnier des normes. Ouais, et pas forcément, enfin, c'est ça que je pense le plus important à travailler finalement, c'est, mais c'est pas que pour la sexualité, hein, c'est en général, comment est-ce qu'on peut s'écouter soi-même, c'est déjà, ensuite du coup, être ouvert à l'autre et pouvoir communiquer à partir de là. Et c'est pas toujours évident sur des sujets aussi délicats, aussi intimes. En même temps, tout ce que tu dis au sujet du couple et des injonctions, etc., m'évoque. Moi, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute, et quand je reçois des couples jeunes, oui. Les problématiques qui me semblent le plus courante finalement, c'est qu'ils ont du mal à intégrer le fait qu'à partir du moment où ils décident d'être en couple, nécessairement, cela signifie qu'ils vont restreindre leur liberté individuelle. C'est-à-dire que la liberté individuelle totale n'est pas compatible avec le fait de vivre avec une autre personne. Et même si on vit avec 5 autres personnes, c'est pas compatible quand même. Il y a toujours un moment où il y a des limites. Ces limites peuvent se négocier, mais il n'empêche que on ne peut pas les abolir, quoi. Et alors, je ne sais pas ce que tu penses de ça. J'ai un peu retrouvé justement cette interrogation aussi dans ton livre. Oui, je ne sais pas trop quoi rajouter à ça, parce que oui, c'est vrai. Et je trouve que, enfin, et c'est ce qui est hyper compliqué aussi, effectivement, à faire cohabiter. Je trouve aussi ça rejoint la question de la juste distance. Est-ce qu'on est collé, jusqu'où chacun a ses espaces ses espaces individuels, jusqu'à quel point on se laisse vivre. Je trouve que ça rejoint un peu finalement comment on peut mettre du mouvement dans tout ça. Et je trouve que finalement, on est aussi dans un idéal du couple, ça je le dis aussi un peu dans le bouquin, qui est quand même assez fusionnel. Donc finalement, c'est ça aussi, c'est que quand on se met ensemble, un peu, peut-être d'autant plus quand on est jeune, qu'on est en construction, il y a quelque chose dans l'idéal romantique qui est très vite collé serré. Si on s'aime, on a envie de se voir tout le temps. Si on s'aime, on se désire, finalement, on désire personne d'autre. Et c'est ça aussi qui est étouffant. C'est qu'il y a une norme finalement assez pesante avec une personne qui est censée en plus représenter tout, quoi. L'amant, l'amante, le mari, la femme, le père, la mère, le meilleur ami, enfin, ce qui se jouait moins, à mon sens, dans d'autres générations. Peut-être ça va en s'accentuant. Donc au bout d'un moment, on en pète, quoi. On a envie de tout exploser. Donc je trouve ça, peut-être ça rejoint cette question de la liberté, du coup. Trop vite une privation de liberté, ouais. Puisque tu parles d'explosion, j'ai bien aimé, moi, le début de ton livre où j'ai trouvé beaucoup de sincérité dans ce que tu décrivais de ta vie et de ta décision, je crois que c'est à tes 30 ans, c'est ça, de changer, d'explorer. Et tu as donc vécu différentes expériences, c'est ça, amoureuses? Oui, du coup, oui, effectivement, dans mon intro, j'ai décidé de parler un petit peu de moi parce que je me dis que finalement, c'est aussi ce qui peut motiver, et puis finalement, je pense qu'à nos places, vous avez ces places-là aussi de thérapeute, c'est quand même beaucoup. Évidemment, c'est ce qu'on apprend, ce qu'on étudie, mais c'est quand même beaucoup nos parcours, nos propres transformations qui donnent corps, à mon sens, à notre métier, à notre faculté d'accompagner les autres. À mon sens, donc c'était aussi une manière de. Moi, j'ai dû beaucoup travailler sur la question de ma propre sexualité, de mon propre être femme, parce que dans mon parcours, ça m'était pas, ça m'a pas été donné, on va dire. Et c'est aussi parce que j'ai fait ce parcours-là que j'ai fait des choix qui étaient pas écrits pour moi, qui n'étaient pas forcément conventionnels, que j'ai eu aussi envie à un moment donné d'accompagner les autres sur ce terrain-là, parce que faire ce travail-là, moi, enfin ce propre parcours pour moi,
c'est bien au-delà de la question de la sexualité mécanique. J'ai envie de dire, pour moi, c'est même une question de vitalité, en fait, de prendre place dans le monde, de s'accepter comme être désirant, qu'on en fasse quelque chose ou pas. Hein, j'ai envie de dire, j'ai plaisanté quand j'ai fait ma rencontre à Toulouse, la première rencontre en sortant le bouquin. J'ai dit, mais de toute façon, cette énergie érotique, cette vitalité, elle peut être employée à plein d'autres choses qu'à faire l'amour. Et je disais en riant, au moment où j'ai écrit ce bouquin, ma libido était mise dans l'écriture de ce livre et pas forcément dans autre chose, quoi. Et c'était complètement tranquille. Vous voyez, il n'y a pas d'injonction à en faire quelque chose. Mais par contre, j'ai trouvé que pouvoir être tranquille avec ces sujets-là, en ce qui me concerne, ça a libéré beaucoup de vitalité et beaucoup de créativité et d'assertivité aussi dans ce monde, pour prendre ma place dans le monde. C'est pour ça que pour moi, il y a un enjeu important de travailler sur ce sujet finalement. Okay. J'ai juste envie de citer les 3 lignes où tu parles de ça. Tu dis, j'ai décidé à 30 ans de devenir la femme qui était tapie au fond de mon ventre depuis toujours. Je trouve cette formulation magnifique. Et d'arrêter de faire systématiquement ce que je croyais que l'on attendait de moi. Parce que c'est ça le problème. C'est pas ce qu'on attend de toi, c'est ce que tu crois qu'on attend. Je ne m'étais jamais autorisé à suivre mes désirs profonds, ni même à les ressentir d'ailleurs. Il était grand temps. Merci. C'est magnifiquement présenté. Merci. C'est toujours émouvant d'entendre ces mots lus par quelqu'un d'autre, donc j'apprécie. Il y a une autre dimension qu'on voudrait aborder de ton livre, c'est l'aspect qu'on a trouvé, Guillaume et moi, on était d'accord sur ce point, très pragmatique, avec tous ces exercices que tu proposes. Et du coup, moi, je trouve que c'est... Alors, quand on écrit un livre, on a toujours un public assez large, et puis aussi, on a quand même un public que l'on cible plus précisément. Et moi, il me semble que ce livre... Le public auquel il s'adresse idéalement, ce serait le couple qui souhaite un amour durable, une sexualité épanouie, et qui est un petit peu à court d'idées, qui est un petit peu dans la monotonie, dans la répétition, dans peut-être un peu l'ennui. Et j'ai trouvé, moi, personnellement, que tous ces exercices étaient variés et il y en a un paquet. Donc, je trouve que la plus-value de cet ouvrage, c'est vraiment dans son côté pragmatique. Et toi, dans les exercices, tu as aimé aussi... Alors moi, j'ai une chose que j'ai vraiment trouvé magnifique, et là, vraiment, je vais très sincèrement te remercier pour ça. C'est que, il est assez courant tout de même dans les livres de développement personnel qu'il y ait des exercices. Mais je n'ai jamais vu d'exercice comme les tiens. C'est-à-dire que ce sont des exercices qui nous poussent à nous mettre en mouvement et effectivement à travailler un point en particulier, mais qui ne sont pas directifs, qui ne sont pas orthonormés. Enfin, c'est pas point 1, vous prenez un papier et écrivez les 3 mots qui suivent, point 2, remplissez. Enfin, c'est pas du tout ça. Et ça laisse vraiment toute la place à l'imagination, au rêve, à l'interrogation. Et en plus de ça, pratiquement tous les exercices, je crois, sont précédés ou encadrés par des introspections, donc un travail à réaliser sur soi-même, qui est un travail de réflexion. J'ai trouvé ça vraiment totalement innovant et très, très intéressant comme approche. Très différent de ce que j'ai vu jusqu'à présent. J'en ai vu pas. Ouais, j'imagine. Oui, ouais, c'était un peu l'idée. C'est vraiment l'idée, en effet, c'est l'autonomisation aussi, quelque part. C'est exactement ça, comment remettre, enfin, tu as tout à fait bien perçu, comment remettre, donner les conditions de remettre en mouvement et pas créer de nouvelles injonctions qui seraient de ce qui serait normal ou pas. Et ça, c'est quand même, la ligne, elle est fine aussi, hein, parce que comment faire ça? Et je pense que ce que tu disais, Sabrina, donc c'est en effet pour les couples, ce que tu cites, ce que j'essaye de faire passer dans le livre et dans les ateliers, dès que j'interviens, donc là j'en profite encore un petit coup, c'est qu'en fait, ça concerne tous les couples, dans la mesure où
les couples qui, à un moment donné, ça descend, souvent, ça a pu être pathologisé un peu. Ah bah, c'est qu'il y a un problème, c'est que madame, notamment, hein, ça peut tomber pas mal sur les femmes, hein, le manque de désir des femmes, c'est qu'il y a un problème. Bah non, en fait, c'est que mécaniquement, dans un couple durable, si on ne nourrit pas sa sphère érotique, sexuelle, mécaniquement, il y a quelque chose qui dégringole. Donc, c'est en nourrissant que on peut. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'essaye de déculpabiliser aussi, en fait. Si on vient pas, quand je dis faire quelque chose, si on vient pas alimenter ce domaine comme on alimente le domaine familial, les voyages, les vacances ou je ne sais quoi, il y a quelque chose qui a tendance à descendre. Donc, c'est ce que j'essaye de dire aussi, quoi. On le sent bien dans le livre, ouais. Et à la fois, tu n'hésites pas à bouger un petit peu les couples, à les bousculer un petit peu en leur disant bon bah voilà, c'est pas la peine de me dire que vous n'avez pas le temps pour un rendez-vous, ça suffit. Quand vous étiez au début de votre relation, vous me donniez bien des rendez-vous, donc vous êtes capable là maintenant de recommencer. Ou bien j'ai bien aimé un passage où tu expliques qu'il est important de voir le prisme sous un autre angle, d'essayer de s'ouvrir à l'autre. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu bouscules un petit peu dans, comment dire, certains mécanismes qu'on peut avoir un petit peu confortables. Tu n'hésites pas à rentrer un petit peu dedans. Et j'ai bien aimé aussi ce passage sur les films où tu dis, voilà, il y a peut-être un des partenaires qui n'a pas envie d'aller voir tel type de film. Donc, du coup, on se met pas trop d'accord voilà, dans cette activité-là. Eh bien, ça peut être intéressant pour une fois de se dire, je vais m'ouvrir à l'autre, je vais voir ce qui l'intéresse et pourquoi. Je vais me mettre vraiment dans une position de curiosité, d'ouverture qu'on a plus en début de relation. Il faut bien le dire que voilà. Après, donc, je te l'annonce. On va aller voir le dernier James Bond. Ah, formidable. Depuis le temps, j'en rêve. Ça fait un mois et demi que je travaille Sabrina au corps en lui disant, écoute, c'est super de voir tous ces films de développement personnel, de grands auteurs et tout. Et je suis vraiment content, tu sais, d'y aller. Mais quand même, James Bond. Eh bien, on a une application concrète avec vous, merci, c'est cool. Oui, en lisant ça, j'ai dit, bon, je vais aller voir le dernier James Bond. Oui, parce que sinon, ça peut devenir tiède au bout d'un moment, effectivement. C'est c'est ça, de faire toujours se retrouver au milieu, quoi. C'est un peu ça, la sexualité aussi. Au bout d'un moment, on va réduire le champ parce qu'on écarte tel truc, et puis on va à la portion qui nous convient à peu près aux deux. Bon, si ça fonctionne, c'est très bien, mais de temps en temps, aller faire des petites excursions ailleurs, ça peut être intéressant. Et ce manuel, effectivement, c'est un manuel, il est aussi pensé aussi pour des personnes qui auraient envie d'explorer des relations aussi d'amantes, des débuts de relations. Il peut être, ou même quand on est d'ailleurs sans partenaire, il y a toute une partie pour solo aussi, parce que voilà, à mon sens, c'est ce que j'essaye aussi de faire passer. On peut, notamment quand on est en couple, beaucoup faire passer sa satisfaction par l'autre. Et ce que je propose aussi, c'est d'avoir une partie qui nous appartient, de rester en désir, de rester je sais pas comment dire autrement, en éveil. C'est aussi, ça peut aussi nous appartenir à nous-mêmes. Et puis même d'avoir du plaisir, d'entretenir ça pour soi, quoi, déjà aussi. Tout à fait. Tu parlais du fait qu'il faut mettre du mouvement parce que sinon, ça tombe un petit peu tout seul, quoi, de soi-même. Une image que j'utilise souvent et consiste à dire qu'on trouve tout à fait normal, par exemple dans le travail, de s'investir dans le travail de façon à avoir un avancement. Oui. On trouve normal d'investir de l'argent si on veut développer un patrimoine. On trouve normal d'investir du temps dans l'éducation des enfants pour qu'ils soient armés pour la vie. Et que finalement, on ne trouve malheureusement, je ne sais pas très bien pourquoi, pas si normal que ça, de s'investir dans sa relation de couple et dans sa sexualité.
Ouais, Si tout on à veut fait. une belle sexualité, une belle relation de couple, c'est pareil, il faut s'investir aussi, quoi. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a je sais pas exactement d'où ça vient et c'est sûrement assez complexe, mais il y a une tentation vraiment l'endroit du couple, c'est l'endroit où on relâche un peu. Mm. Ça y est, on n'est plus seul. Ça y est, comme si ça allait comment dire, nous enlever cette solitude existentielle en fait, qui fait que ben voilà, on est seul, on meurt seul entre guillemets, et comme si le couple alors ouais venait quand même un peu compléter et comme si ben, il n'y avait pas d'effort à faire, pas de ouais, c'est l'endroit du repos et en fait pas du tout quoi. En fait, enfin si c'est ça, au bout d'un moment ça vit plus tout à fait. Enfin à mon sens, hein. Bon, mais je le vois en consultation, parfois ça peut être compliqué d'accepter ça aussi, que c'est aussi un lieu où on ne peut pas complètement s'avachir, entre guillemets. Ou bien, pourquoi pas, mais après, probablement, ça va donner autre chose, quoi. Ce sera plus Oui. tout à fait torride, on va dire. Pourquoi pas, hein, s'avachir, mais c'est des choix après, j'allais dire. Alors, Capucine, je sais que dans tes modules de formation, tu traites de l'érotisme féminin, de l'érotisme masculin, et puis on retrouve ça aussi dans ton livre. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur Ouais. ces deux Oui. formes d'érotisme? Par exemple, pour la femme, je sais que, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé un des passages où, en fait, tu expliques que la femme s'empêche de développer son imaginaire et sa fantasmatique. Et et son envie est censurée. En fait, je vais pas reprendre le passage, mais en fait, c'est l'idée qui est de l'érotisme. Oui. En fait, oui, effectivement, j'essaye de regarder un peu les différences entre la façon dont on se construit érotiquement en tant qu'homme ou femme, surtout par rapport à une construction sociale, j'allais dire, parce que finalement, enfin, on a quand même beaucoup plus de points communs entre les genres que les caricatures, en fait. Mais je trouve qu'en tant que femme, on a été plus éduquée à je désire qui j'aime, à lier l'amour et le désir. Et du coup, quand on aime, quand on est amoureuse en tant que femme, quand on est en couple, ça peut devenir plus inquiétant, puisqu'on lie les deux, d'avoir un imaginaire qui va éventuellement intégrer d'autres personnes, fictives ou réelles, d'avoir une fantasmatique qui n'est pas toujours avec notre partenaire de vie. Et il y a quelque chose de plus inquiétant à laisser faire ça, enfin, je le remarque avec toutes les personnes que j'accompagne, parce que ça voudrait dire, si je commence à mettre dans mon imaginaire, je sais pas moi, des femmes alors que je suis censée être hétéro, des personnes du boulot ou je ne sais quoi, ça voudrait peut-être dire que j'aime pas mon partenaire ou ma partenaire et qu'il faudrait que je le ou la quitte. Et du coup, il peut y avoir quelque chose qui se bride, même avec soi-même, parce que c'est plus dangereux. Je trouve que les hommes sont un peu plus éduqués quand même si c'est normal qu'ils aient du désir pour d'autres femmes et qu'ils aient une fantasmatique plus large que leur partenaire habituel, quoi. Donc, je trouve qu'il y a moins d'inquiétude à cet endroit-là chez les personnes qui ont été éduquées en tant qu'hommes, à mon sens. D'accord. Et sur l'érotisme masculin et féminin, il y a d'autres différences que tu as remarquées? Alors, les hommes sont quand même beaucoup construits. Là, c'est pareil, c'est une construction sociale sur la question. J'ai envie de dire, d'ailleurs, sur l'exemple d'avant, on peut dire exactement l'inverse. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été éduqué en tant qu'homme, qui désirerait, par exemple, que son ou sa partenaire de vie se dirait, mais merde, je suis pas normale, il faudrait que dans ma fantasmatique, il y ait d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des caricatures. Là, j'accompagne aussi des hommes, un groupe d'hommes et un groupe de femmes en parallèle sur plusieurs mois. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on fait un travail de fond. Donc sur la question du masculin, il y a beaucoup une construction sur les notions de performance, sur les notions de virilité qui sont beaucoup questionnées aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? La sexualité masculine, il faudrait durer longtemps, il faudrait avoir une érection qui tienne, il faudrait mettre du temps avant d'éjaculer, des choses comme ça. C'est quand même un poids très très fort, je trouve, sur l'érotisme masculin.
Et puis, en fait, les deux il y a plein d'exemples parce que les deux constructions se répondent aussi notamment quand on est hétéro et que du coup on est attiré par l'autre genre. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme exemple? Je réfléchis en même temps. Finalement, il y a de la pression aussi du côté pour les hommes comme pour les femmes. Il y a une pression sociale. Carrément. Il y a une pression très, 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 très forte qui se joue pas aux mêmes endroits, mais qui est importante et qui peuvent se répondre et qui joue. Un autre exemple qu'on peut trouver qui est présent en ce moment pas mal dans mon cabinet, ce serait, par exemple, on a beaucoup dit des hommes que les hommes, ils ne pensent qu'à ça, bien sûr. Ce sont avec des trucs pas toujours très. De toute façon, c'est pas leur cerveau qui pense, etc., etc. Du coup, un homme qui serait pas toujours dans un espèce de ce qui est le cas d'énormément de personnes. Je veux dire, un homme est un être sensible, donc il a des mouvements aussi. Ce n'est pas un robot qui est censé avoir des érections à la commande en permanence pour n'importe qui. Ce n'est pas vrai. Donc, un homme qui assumerait ça, qui assumerait d'avoir sa propre sensibilité, de ne pas être toujours, encore une fois, un robot. La partenaire féminine à qui on a raconté qu'un homme est toujours censé bander, si à un moment donné un partenaire n'a pas envie d'elle, va se raconter que peut-être elle ne serait pas assez attirante et séduisante. Donc boum, il y a une pression et ça peut se répondre comme ça. Donc on a vachement de trucs à déconstruire tous ensemble et je veux dire, on est des êtres humains, encore une fois, hors construction sociale, qui se ressemblent beaucoup plus que ce qu'on veut bien nous asséner quelque part, enfin de ce qu'on a appris finalement. J'ai beaucoup aimé justement dans le livre le passage où pour la manière dont tu dis que effectivement les hommes et les femmes se ressemblent beaucoup plus qu'on ne veut bien le croire. Je trouvais que c'était très, très bien amené, comme tu viens de le faire là d'ailleurs en fait, et très juste. Moi, je constate que les pertes de désir auxquelles je suis confronté en tant que sexothérapeute, c'est souvent des pertes de désir d'hommes. Hein. Moi, je me souviens très bien d'un homme qui est venu me voir en cabinet qui m'a dit bon, je suis embêté là, j'avais des objectifs qui étaient de réussir professionnellement, d'améliorer mon handicap au golf et de me marier. Ça y est, c'est fait, je ne sais plus quoi faire, je m'ennuie, je ne bande plus. Enfin, voilà. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. C'est clair. Non, les hommes sont des êtres sensibles. Je me permets de le redire parce que. Et oui. Et je pense ça se fait petit à petit. On passe par plusieurs étapes, mais d'être partenaire dans comment on peut reconstruire une sexualité différente ensemble, ça me paraît important parce que. Alors, c'est exigeant aussi, hein, parce que finalement, les normes, elles ont l'avantage de dresser un chemin, une conduite. Oui. Donc, quand on sait. Quand on a je sais pas, une norme on commence par ci, après il y a les préliminaires, après le coït, après l'éjaculation, ça a le mérite d'exister, j'ai envie de dire. Donc, on y va, on sait où on va, etc. À partir du moment où on déconstruit tout ça et ça demande à avoir une conscience de soi plus importante, à être capable de dire à l'autre, être capable de sentir ses désirs. Enfin, c'est plus, il y a un côté aussi plus exigeant, quelque part, de pouvoir. Ça, c'est pareil. J'entends souvent, vous savez, les couples qui se disent bon, si on commence à s'embrasser goulûment, ça veut dire qu'il va falloir aller jusqu'au bout. Donc en fait, on commence même pas parce qu'on ne va pas oser se dire à un moment donné, en fait, j'en ai marre. Je veux dire, moi, je prends l'exemple aussi de la randonnée. Quand on marche à deux, déjà, on n'a pas toujours le même rythme, on s'attend, machin. Puis parfois, ça nous saoule, on fait une pause, on boit un coup, on se repose, et puis après, on repart, ou bien on repart dans l'autre sens, on s'arrête. Sexualité, ça pourrait être exactement la même chose. On n'a pas forcément envie de. Je sais pas, au bout d'un moment, des fois, on en a marre, en fait. Je veux dire, on a envie de s'arrêter. C'est pas grave si on n'a pas joui, peu importe, quoi. Et du coup, c'est compliqué à faire parce que c'est tellement intime, sensible que ça vient travailler plein de trucs derrière. Mais merde, si on s'arrête, ça veut dire que peut-être que l'autre n'a pas aimé, peut-être. Enfin, voilà. Donc, bon. C'est intéressant. Enfin, je trouve pour moi, c'est un terrain du coup super riche, beaucoup plus encore une fois que de la pratique, quoi. Je trouve ça super d'aborder tout ça. Parce que justement,
on sort du discours normé, Mm. y compris du discours normé du sexothérapeute. Ouais. Voilà, pas seulement du discours général, quoi. Voilà. Et oui, et oui. Et c'est vrai. Ouais, merci de le dire, parce que je trouve qu'en tant que sexologue, sexothérapeute, effectivement, on fait partie, nous, de la société. Donc, on a été aussi imbibés de tout ça, c'est normal. Donc, comment nous, on peut en sortir et proposer aussi autre chose et ne pas… moi, enfin… Vous savez, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle parle de santé sexuelle aujourd'hui. Et la sexologie en France devient de plus en plus axée sur la santé sexuelle. Ce qui est intéressant d'un certain côté, puisqu'en fait, santé sexuelle, ça veut dire qu'on a tous, quand même, ça devient un sujet qu'on peut tous aborder sans que ça soit grivois. Donc ça, c'est intéressant. Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est que du coup, ça met d'autres normes quelque part. Pour être en bonne santé, il faudrait avoir une sexualité comme ci, comme ça. Bon. Non, on peut vivre sans sexualité aussi. Je veux dire, on peut très bien être heureux et heureuse en faisant d'autres choix que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve qu'en tant que sexologue, c'est important aussi de dire de quoi vous avez envie, en fait. Et c'est pas forcément pathologique de ne pas avoir envie de sexualité ou de, je sais pas, et encore moins de s'ennuyer au bout d'un moment dans une relation durable enfin, vous voyez, rien n'est forcément. Oui, et puis c'est un petit peu dommage dès qu'on parle de sexualité de parler de sexualité sous l'angle de la santé. Comme si dès qu'on parle de sexualité, santé, c'est une manière de légitimer un petit peu ce sujet. Et c'est un petit peu dommage et un peu réducteur quand même. Ouais. L'hygiénisme. L'hygiénisme, ouais. Exactement. Tu parlais à l'instant des schémas dans lesquels on était un petit peu confinés. Hein, il faut pas éjaculer trop vite. Dès qu'on commence, il faut aller jusqu'au bout, etc. Et justement, à propos des schémas qu'on peut avoir dans la tête, tu traites de la pornographie à un moment, et tu dis que la pornographie donne une mauvaise image de l'érotisation. Je ne sais plus comment tu dis ça. Le porno appauvrit l'imaginaire érotique. Oui. Alors, c'est vrai que parler de la pornographie aujourd'hui, c'est aussi délicat. C'est-à-dire que je fais attention aussi à pas… Enfin, je trouve qu'avec la pornographie, on va beaucoup pointer souvent du doigt les jeunes. Oh, les jeunes, ils regardent beaucoup de porno. Voilà. Sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même les adultes qui produisent, qui vendent à fond et compagnie. Et qu'en parlant des jeunes, on ne parle pas de nous, adultes, qui ont aussi pas mal de boulot à faire, qui avons pas mal de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, je fais toujours un petit peu attention avec ce sujet. Par contre, là où je trouve que et j'ai pas envie non plus de le diaboliser outre mesure. Par contre, effectivement, ce que je trouve, et vous devez le voir aussi au cabinet, du coup, c'est que les personnes qui ont fait leur éducation sexuelle, c'est-à-dire qui sont nées à partir d'une certaine époque, vers les moins de 30-35, on va dire, et qui ont appris leur sexualité beaucoup appris, si on peut dire, via le porno. En général, du coup, ils n'ont pas eu tout ce développement de l'imaginaire qu'on avait quand on n'avait pas encore accès à tout ça, et qu'il fallait bien inventer ce qu'il y avait sous les jupes. Enfin, je caricature, parce que quand même, on connaissait les sexes, mais où il fallait aller chercher la petite vidéo, regarder les magazines, et où du coup, il y a eu tout un imaginaire qui s'est créé et qui aujourd'hui est… on a les images avant même de les vouloir. Hein. Aujourd'hui, les jeunes tombent dessus très, 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 très tôt. Et du coup, ça peut être un peu appauvrissant, effectivement. Donc, moi, ça, c'est souvent quelque chose que je propose au cabinet, et je le mets d'ailleurs dans le livre, que ce soit pour tous les genres. Hein, c'est que quand la masturbation se fait beaucoup avec des images porno, que de temps en temps, il y a des séances, entre guillemets, j'aime bien parler de séances érotiques plus qu'autre chose, des séances seules qui puissent se faire sans images, et vraiment, ou bien on démarre avec l'image, on arrête l'image et on laisse faire l'imaginaire. Parce que c'est aussi ce qui va permettre de voir ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous excite vraiment individuellement et de façon beaucoup plus riche et intéressante que des images stéréotypées qui sont du coup toujours les mêmes et réductrices. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais… Ok. Et je propose aussi, par exemple, des débuts de lecture. On lit un peu, hop, on laisse le bouquin et on regarde ce qui défile, en fait. Et du coup,
voilà, le monde est plus vaste après quand même, il me semble. Et la rencontre avec l'autre est plus vaste aussi. Parce que c'est aussi le problème quand même des images porno, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est immédiat. Ça marche très bien, c'est fait pour. Hein, le porno, ça excite très vite, très bien. La jouissance peut être très rapide. Mais du coup, quand on est avec le corps de l'autre, parfois, on ne sait plus trop comment faire pour s'exciter et pour être dans l'action, quoi. Enfin, pour être dans le moment finalement, sans le support visuel. Ouais. Oui. Oui, et puis ça amène une sorte de référence qu'on a en permanence dans la tête, quoi. C'est-à-dire que, en fait, moi, enfin, comme ce que j'ai compris de ce que tu disais, moi, je suis pas anti-porno non plus, hein. Mais je reconnais que quand le porno est peut-être un peu trop utilisé, et ce trop, il dépend de chacun, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la bonne dose avant de l'avoir franchi, Oui. d'avoir avalé. Il y a un moment où le risque, c'est d'avoir, au lieu de faire l'amour, d'être en train de se regarder en train de faire l'amour en se comparant à un film qu'on aurait vu. Et là, on n'est plus dans l'action. Un des principaux problèmes, c'est qu'on n'est plus là, on est ailleurs. Ouais. Et à partir du moment où on est ailleurs, eh ben, rien ne se passe comme prévu. Et ouais, oui, c'est ça. Le tout, c'est peut-être sûrement le secret, c'est surtout d'être présent. Mais d'ailleurs, j'en parle à un moment dans le bouquin aussi. Pour moi, il n'y a pas que le porno qui fait vraiment cet effet spectateur, hein. Je parle de la puissance du mental à la fin. C'est vraiment l'ennemi de la sexualité. C'est de s'observer, de se regarder faire, de se demander si on est bon, si on est bonne, si l'autre est bon, si l'autre est bonne et compagnie. C'est ces petites voix jugeantes aussi parfois, hein, avec le contexte global qui est quand même qui reste assez honteux sur la question de la sexualité. Qui peut être oh là là, faire ça, c'est quand même un peu, est-ce que ce serait pas pervers, est-ce que ce serait pas de salope et compagnie. Et donc là, on perd la connexion avec le corps, là, c'est très clair, hein. Et avec l'autre encore plus. D'intellectualisation. Oui, voilà. Oui, très intéressant. J'ai là un commentaire d'un homme qui s'appelle Franck et qui dit, alors je vais me pencher un peu parce que c'est un peu loin, c'est pas très visible sur mon ordinateur portable. Et puis, la sexualité, ce n'est pas que la pénétration, c'est aussi le tactile, le visuel et l'ouïe. Du coup, on peut augmenter plus le fantasme et le plaisir que le faire par pénétration, où la plupart du temps, on a moins de plaisir. Et il ajoute, très belle interview en tout cas, bravo Capucine Moreau. Voilà, donc c'est un très bon commentaire. Oui. Ouais, très chouette, qui a enrichi le débat. Voilà. Oui. Le visuel, l'ouïe. Il y a aussi l'émotion. Oui. Moi, j'ai vraiment envie de lire ce passage parce que justement, je trouve que c'est le moment qui vient. Alors. Voilà, je le lis. Avec plaisir. Comme ça, je bois un peu d'eau pendant ce temps. Dans la continuité de ce que nous dit Franck, il me semble. Au-delà des gestes, de l'excitation, du plaisir des corps, de l'orgasme le plus nourrissant, le plus nourrissant est la rencontre et l'émotion qu'elle suscite. Mais pour créer la rencontre, pour la rendre unique, je ne parle pas de geste unique, mais d'une rencontre unique, il est important de se connecter, de se mettre en contact et de mettre le temps pour cela. De ce contact naîtra la danse des corps et des êtres. C'est très joli, ce passage. Et puis, c'est dans la partie, justement, se mettre en présence. Donc, la connexion, évidemment, elle est essentielle. Voilà, je ne sais pas si tu veux nous en dire quelques mots. Oui, j'ai proposé un peu des explorations pour ça aussi. Parce que finalement, la sexualité, si elle est, enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Si elle est un peu gênante, un peu taboue, on va se précipiter dans les gestes. Ah ben je fais ça et puis après ça et puis. Mais bon, on le voit pour plein d'autres choses, hein, comme on peut se précipiter dans la parole ou dans plein de trucs dès lors qu'on est ou dans l'action. Pour éviter le contact avec soi, finalement, surtout quand c'est un peu gênant. Et du coup, de prendre le temps, alors ça demande d'avoir nettoyé aussi un peu des trucs avant, mais de prendre le temps de, OK, comment je suis là maintenant, comment on se rencontre. Finalement, même si c'est toujours les mêmes gestes, ça sera à chaque fois différent puisque les deux, enfin en plus c'est au carré, j'allais dire, puisque les deux ou les trois ou les quatre, d'ailleurs, je m'amuse aussi dans le bouquin de dire c'est pas toujours à deux la sexualité, c'est à un, à deux, ça peut être à plus aussi. Elle peut être, elle peut être très émouvante et qu'on soit en couple amoureux ou même pour des rencontres. D'ailleurs, s'il y a cette qualité de rencontre
dans des échanges érotiques, même entre inconnus, ça peut donner quelque chose de très émotionnant, de très émouvant et d'amoureux quelque part, même si ça doit durer une nuit ou 20 minutes, quoi. Donc ça, je l'explique aussi. C'est peut-être plus la qualité de l'émotion et de la rencontre, finalement, qui va faire quelque chose de nourrissant que la qualité de l'amour. Ça, je le dis aussi, on peut être très amoureux, s'aimer très fort et avoir une qualité de lien érotique qui n'est pas toujours au top pour plein de raisons. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Enfin, je trouve ça important aussi de distinguer les deux pour déculpabiliser aussi. Parfois, moi, je vois au cabinet, je regarde comme ça parce que là, je suis au cabinet, donc j'ai mon canapé. J'ai des couples qui viennent, qui ont une qualité de relation exceptionnelle, moi, que je trouve très belle. Et parfois, la relation érotique ne fonctionne pas, juste elle. Donc, OK, là, on peut la travailler, mais ça ne veut pas toujours dire que le reste ne va pas. Ça, c'est important aussi à dire. C'est là où, en sexothérapie, je trouve que c'est intéressant. Parfois, il y a des trucs du couple à travailler, hein, la communication, enfin, plein d'autres domaines. Et puis, parfois, les choses vont bien. C'est vraiment à l'endroit de la sexualité. Et ça, on ne le dit pas toujours, donc j'en profite. Oui. Alors, on a un petit message. Est-ce que ça va? Ça va. Alors, un petit souci technique mineur qui est résolu. Moi, j'avais une question parce que mon sujet de mémoire en love coaching, c'était le one shot. Et je me suis interrogée donc par rapport en lisant ton livre sur est-ce que l'érotisme est également possible pour des rencontres qui se veulent d'entrée de consommation, donc des rencontres brèves, convenues pour une soirée, par exemple, où en fait, on est plus dans une relation comment dire, de pas s'attacher l'un à l'autre, de pas forcément être dans la générosité non plus. Enfin, ça arrive, hein. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais ça peut arriver, où on a plus envie de recevoir que de donner. Est-ce que du coup, c'est compatible quand même avec une rencontre? Avec les one shot, quoi. Voilà, c'est une question. Je veux pas du tout que c'est pas une question piège, mais voilà. C'est intéressant, c'est hyper intéressant. Oui, à mon sens, oui. Si la qualité de la rencontre, oui, il peut y avoir, à partir du moment où on est dans des notions quand on est dans la rencontre de l'autre avec du respect, il peut y avoir des rencontres one shot d'une générosité sans nom, incroyable et très belle. Moi, j'en ai pour ma part vécu plein. J'ai des personnes à mon cabinet qui sont dans une envie d'exploration, de rencontres justement comme ça, et avec lesquelles je travaille sur justement, quelles sont les limites, c'est même pas les limites, comment je peux assumer cette envie de rencontre aussi qui peut être, qui est pas forcément justement à l'endroit de la consommation, pas forcément à l'endroit de l'irrespect, pas forcément à l'endroit de je profite de l'autre ou je ne sais quoi, parce que qui peut être complètement différente et très très nourrissante en fait. Aussi comme pour apprendre à se connaître soi, ça peut être aussi des miroirs. Pour moi, c'est juste d'autres espaces, quoi. Bon, dans lesquels il est important peut-être d'entrer en conscience, quoi. C'est-à-dire que si on entre dans des espaces comme ça en se disant moi j'ai envie d'attachement et que de l'autre côté c'est pas le cas, ça peut être de la souffrance. Enfin, ça demande à être oui, conscient peut-être, quelque chose comme ça. Ok. Bon, moi j'ai une question qui me vient là tout de suite. C'est la part d'érotisme dans le sadomasochisme. Je ne sais pas si tu en parles de ça. J'ai pas ça en tête. Alors, je parle pas particulièrement des relations sadomaso. Ouais. C'est quoi la question là-dessus, l'érotisme et le sadomasochisme. Est-ce que tu as réfléchi à cette... Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, c'est vrai que ça a été des pratiques qui ont été longtemps estampillées, classées dans des pratiques pathologiques, on va dire, perverses.
et psychiatriques, on va dire. Hein. Donc, ça change un petit peu. Hein. Elles sont, c'est moins vu comme des pratiques déviantes, j'allais dire. Moi, à mon sens, c'est, on va dire, ça peut être une déclinaison, une des couleurs de l'érotisme. Dans mon vaste ensemble de l'érotisme, ça peut être une couleur qui est aussi intéressante dans la mesure où dans les relations sadomaso, enfin BDSM comme on dit beaucoup aussi aujourd'hui, la notion du contrat, du consentement est extrêmement travaillée. Jusqu'où on va, jusqu'où tu consentis. Il y a des contrats écrits très souvent hein, dans les relations BDSM. Je ne parle pas de 50 nuances de grès, je parle de trucs, enfin, vraiment des trucs qui peuvent aller assez loin hein, dans la pratique, dans pousser, aller dans des extrêmes. Et du coup, c'est des espaces intéressants vraiment où les choses sont définies, les rôles sont définis, qui fait quoi. Et voilà, ça peut être à mon sens une des couleurs. Donc, dans le BDSM, il y a à la fois la notion de domination-soumission, vraiment assumée, on va dire, et puis la notion de douleur éventuellement aussi, qui est une sensation. Donc, c'est aussi des relations qui, en termes de shoot hormonaux, on va dire, ça peut aller assez fort, qui peuvent être aussi réparatrices à certains moments de certaines choses. Ok. Tu veux poser peut-être une question? Ah ben voilà, tiens, tout à coup. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu parles beaucoup. Je trouve que ça transparaît dans tout l'ouvrage, mais il y a une partie qui est vraiment dédiée à ça, mais finalement, dans l'érotisme, dans ta façon de présenter l'érotisme, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup la notion de jeu, de jouer, de se faire plaisir, s'amuser. Ouais. Voilà. Oui. Et puis il y a une chose dont j'aimerais bien que peut-être tu parles un petit peu plus. Là, je veux dire maintenant, c'est l'imaginaire, parce que dans le livre, ça revient beaucoup, l'imaginaire, l'imagination, et finalement, je m'aperçois qu'on n'a pas tant parlé que ça pendant l'interview. Oui, et ça peut être lié un peu au jeu. Oui, on peut se dire que l'espace érotique, c'est notre espace de jeu d'adulte aussi, où finalement, on peut s'inventer des millions de choses, et l'imaginaire peut permettre d'enrichir. Alors, c'est toujours délicat. Il y a l'imaginaire, donc aussi toute l'activité cérébrale. Comment l'imaginaire peut potentialiser les sens, mais ça peut aller aussi trop dans. Enfin, on peut aussi partir dans de l'intellectualisation massive. D'ailleurs, je parle de plusieurs registres à un moment donné érotiques, registre cérébral, sensuel et tout. Oui, l'imaginaire dans le sens où c'est l'endroit où on peut se dire on pourrait se dire qu'on a créé une cabane et que tu serais ci et que tu serais ça. On peut inventer n'importe quoi, on peut inventer qu'il y a d'autres personnes, on peut inventer, et puis juste en parlant ou en échangeant. Et c'est vrai que à partir du moment où on en fait un terrain de jeu quelque part, c'est ça qu'on oublie aussi. Je veux dire, quand on est enfant, toutes les choses liées à la sexualité, quand on n'a pas mis des représentations dessus, c'est quand même super chouette. Je veux dire, ça donne du plaisir, c'est tout le temps disponible, si je puis dire. C'est notre corps. Si on commence pas à y mettre des choses que nous apprennent les adultes, genre faut pas faire ci et puis c'est sale ou je ne sais quoi, c'est énorme. Donc de retrouver ça adulte, cette innocence quelque part aussi, je trouve que c'est, je sais pas, ça me paraît un objectif sympa aussi de mettre de la légèreté là-dedans, en fait. Et, oui, dédramatiser, c'est ce que tu écris, je crois. Oui, c'est ça. Bon. Et c'est vrai que j'ai des témoignages aussi sans arrêt, mais vous devez en avoir aussi en sexothérapie ou en love coaching d'ailleurs aussi. Des gens qui disent, en fait, quand j'étais petite, je sais pas, je me frottais contre mon oreiller ou contre mon vélo et c'était juste génial, je rigolais et je savais pas ce que c'était juste trop bien, on faisait ça avec les copines. Et puis un jour, on m'a tapé sur la main et on m'a dit c'est mal, quoi. Et là, poum, il y a tout le truc qui arrive. Alors finalement, un gamin, tant qu'on lui dit pas, vous voyez, tant qu'on met pas une espèce de zone d'ombre dessus, c'est juste, ça serait génial qu'on puisse continuer comme ça toute la vie, quoi, avec cette ouverture-là, finalement.
Oui, moi j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes comme ça dans ce sens. Je me souviens d'un témoignage comme ça d'une femme qui expliquait qu'elle avait découvert son plaisir clitoridien avec le pommeau de la douche et que en fait sa mère lui avait elle-même raconté qu'elle avait eu ce même plaisir et que c'était la plus jeune de toute une fratrie et que quand elle avait dit à ses frères et sœurs, on lui avait renvoyé comment dire, le fameux c'est ça, là, c'est dégueulasse, arrête ça et tout. Et en fait, finalement, c'est plus tard sa fille qui m'a partagé ce témoignage, qui a vécu la même chose avec sa maman qui lui a raconté. Ah ouais, du coup, elle avait plus. Ouais. C'était vraiment, ça l'avait complètement perturbée parce que bon, tout d'un coup, c'était devenu sale. Et oui. Ouais, Et oui. très intéressant. C'est rude, hein. Je voulais proposer comme question une question d'un auditeur qui s'appelle Thomas. Donc, juste Capucine, pour le moment, j'ai eu quelques interventions sur le chat, pas beaucoup, mais c'est que les interventions d'hommes. Oui. Ah, tiens. Voilà. Ah, c'est chouette. N'y a-t-il pas un risque d'explosion du couple à explorer toutes les facettes de sa sexualité? Ah. Bah, oui, c'est ce qu'on peut pas mal entendre. C'est-à-dire que si on allait vraiment s'explorer, ben du coup, si on était libre quelque part, on n'aurait plus envie de peut-être de rester dans le couple. Enfin, c'est ça que j'entends derrière. C'est une question difficile, hein. C'est une question difficile. À mon sens, non. Ça rejoint peut-être la question de la liberté de tout à l'heure, individuelle ou pas. C'est-à-dire que si on l'explore ensemble dans le respect des limites de chacun et qu'on accepte peut-être de mettre des limites là où il y a les limites de l'autre, c'est-à-dire que je sais pas, on parlait de BDSM, si mon partenaire a très très envie de me fouetter tous les soirs et que c'est pas mon truc, est-ce que lui va peut-être accepter même en ayant peut-être que si déjà je lui dis bah j'accepte que tu aies ce désir, moi j'ai pas le mien, et s'il a déjà pu l'exprimer et qu'il accepte de ne pas aller dans ce désir pour rester ensemble, déjà de l'avoir exprimé, d'avoir pu en parler, ça peut être énorme en fait, plutôt que de garder en tabou, je rêve de la fouetter mais je vais pas oser lui dire. Vous voyez ce que je voulais Donc à mon sens, à partir du moment où on accepte peut-être aussi les limites de l'autre, ses propres limites, déjà pouvoir jouer, en parler, ça peut être déjà absolument énorme et complice, quoi. À partir du moment où on accepte, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, hein, peut-être de réduire un peu sa liberté individuelle aussi par rapport à l'autre, finalement. Peut-être qu'on pourrait se dire ça. Ce que j'entends dans ta réponse, c'est qu'à ce moment-là, on n'est plus en train d'explorer sa propre sexualité, on est en train d'explorer ensemble la sexualité du couple. Ouais, oui. Et c'est probablement un peu en deçà de l'addition des deux sexualités que si on pouvait les explorer. Oui, tout à fait. Et parfois, ne serait-ce que de pouvoir confier à l'autre ses désirs, même s'ils ne sont pas exaucés, c'est déjà explorer sa sexualité et explorer la sexualité du couple. Parce que parfois, c'est ça, on a peur aussi de parler des désirs, parce que qu'est-ce que l'autre va penser? Il va falloir le faire. Non, pas forcément. Déjà, de pouvoir et c'est sans obligation, hein, on a le droit de ne pas le partager d'ailleurs, mais ça peut déjà être une exploration en soi. Oui, puis par rapport à la question de Thomas, donc est-ce que ça met en péril le couple? Je trouvais intéressant là, ta première partie de réponse sur déjà en parler. Je pense que ce qui est très important à ce moment-là, c'est vraiment qu'il y ait une bonne communication dans le couple pour pouvoir explorer les différentes facettes de son érotisme. Je pense que la communication, c'est vraiment la base. Qu'il y ait une bonne communication, qu'il y ait une bonne confiance dans le couple pour pouvoir évoluer ou s'arrêter à un moment donné si on va trop loin. Enfin, Oui, tout à fait. Moi, j'ai souvent entendu dans les groupes de développement personnel auxquels j'ai participé, que ce soit dans mes formations de thérapeute ou bien lorsqu'on a fait du tantra, donc on a rencontré beaucoup de monde. Et j'ai souvent entendu un mode de raisonnement qui consiste à dire si vous êtes en couple et si l'un de vous veut explorer quelque chose que l'autre ne veut pas explorer, alors l'autre doit ou devrait accepter que tu ailles l'explorer de ton côté.
Et j'aimerais bien t'entendre sur ça. Ouais. C'est pas une question facile. Parfois, Non, parfois on va je. que dans les Oh questions là difficiles ce soir. là. Pauvre Capucine. Ouais, non, c'est super. Moi, ça m'éclate parce que du coup, c'est bien. Ça me pousse aussi à répondre à ça. Donc, c'est très bien. J'aime beaucoup vos questions. C'est chouette. Mais c'est la Super. question du développement personnel. Ouais, On pousse C'est vraiment individuel, à ouais. l'individuation. Alors, je dirais que moi, c'est effectivement des choses que j'hésite pas à aborder de temps en temps comme ça, voire même un peu de façon provocante aussi en cabinet, pour faire de l'ouverture aussi. Alors, des fois, je parle de sous-traitance, puisque ça peut pas être fait dans le couple, vous pouvez peut-être sous-traiter à l'extérieur. Par exemple, on pourrait imaginer, pour reprendre mon exemple de compagnon qui veut vraiment fouetter, on peut imaginer que dans un couple très aimant, il y en a un des deux qui a un univers BDSM, par exemple, très développé et pas l'autre. Effectivement, soit cet univers peut être bridé et n'est pas vécu, pourquoi pas, mais on peut imaginer aussi qu'il y ait une partie qui soit vécue à l'extérieur du couple sans que ça soit périlleux dans le couple, selon la qualité de la relation. Donc, moi, ça peut me paraître comme, encore une fois, comme on accepte je sais pas, moi, de faire de la haute montagne avec son copain plutôt qu'avec son ou sa partenaire. Peut-être que certaines choses de la sexualité pourraient être vécues ailleurs aussi. D'ailleurs, ça a été le cas quand même. Enfin, le couple a quand même beaucoup fonctionné parce qu'il y avait aussi des choses à l'extérieur du couple, hein, quand même. Le couple. Mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'on en parle plus. Déjà, les gens, avec les smartphones et tout, on se fait plus griller, entre guillemets. Et ensuite, aujourd'hui, il y a plus une exigence de transparence, de l'aveu. Je vais dire s'il se passe quelque chose ailleurs, mais comment dire, voilà, je pense que c'est des arbitrages. Moi, là-dessus, j'ai pas comme pour le reste, hein, vous l'avez vu, hein, j'ai pas forcément un parti pris pour tout le monde. Pour certains, ça peut être une option, à mon avis, si un couple a envie de rester ensemble. Ou dans un couple, par exemple, très aimant, parfois, il y en a un des deux qui a plus du tout envie de sexualité et c'est clair, net et précis. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce que le couple préfère se séparer? Est-ce que, pourquoi pas, il peut y avoir une sexualité du partenaire ou de la partenaire qui voudrait poursuivre en dehors du couple? Vous voyez, enfin, ça se passe parfois très bien, ce genre de choses. C'est drôle, ce que tu dis m'évoque une histoire que j'ai entendue un jour en stage où on travaillait sur le transgénérationnel, Oui. donc voilà, l'histoire de la famille, etc. Qui aime qui n'aime pas qui, gens mariés qui se détestent, enfin tout un tas de trucs comme ça. Et à un moment donné, donc je faisais l'exercice avec une jeune femme qui était là, et elle fait tout un schéma comme ça. Et puis on prend un peu de recul et je lui dis, bon, est-ce que c'est ça, c'est la situation de ta famille, c'est bien ça? Elle me dit, non, non, pas du tout, j'ai complètement oublié, mais c'est dingue, j'ai vraiment oublié le point central. Et le point central, c'était au niveau de ses grands-parents, Ouais. une femme qui était la maîtresse du grand-père et de la grand-mère. Ah. Et elle disait, sans cette femme-là, qui donnait de l'amour à tout le monde, aux enfants, aux petits-enfants, à toute la maisonnée, etc., sans cette femme-là, tout aurait explosé. Ça alors. C'est vraiment intéressant, hein. Et ça, c'est 1850, quoi, en gros, quoi. Ouais. Aujourd'hui, s'il y a une femme comme ça dans un couple, on sait où elle est, on sait ce qu'elle fait. On a les applis espions qui permettent de suivre tous ses déplacements. Et du coup, évidemment, c'est différent comme posture. Et oui. Et on peut se dire que c'est joli cet exemple parce que l'amour, il peut ça peut être grand aussi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même très centré effectivement sur la famille nucléaire, un homme, une femme. Et dans la vie, parfois, on aime très fort son ou sa partenaire et puis on fait une rencontre qui nous bouleverse, quelqu'un avec qui on aimerait vivre quelque chose. Ça n'exclut pas l'autre. Enfin, ça exclut pas forcément le ou la première partenaire. Donc, je pense que je me dis, ça pourrait être intéressant aussi que dans cette recherche du couple contemporain qui fait, ça va être un peu naïf ce que je dis, enfin je sais pas, mais que finalement on puisse aussi ouvrir nos cœurs plus grands parce que finalement
Je me dis, quand on aime quelqu'un profondément, on devrait, c'est un peu idiot, mais que son ou sa partenaire puisse aussi avoir de l'amour pour d'autres personnes, ça devrait pouvoir être réjouissant aussi, quelque part. Et c'est là où le couple, ça peut être et la relation amoureuse, quand même un chemin initiatique, et ça va peut-être l'être de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, la société ne nous l'oblige plus, n'oblige plus à être en couple, la religion non plus, donc on trouve nos propres intérêts quelque part. Donc si ça peut être un chemin d'évolution, à mon sens, c'est ce qu'il y a d'intéressant aussi. Enfin, après, si on en a envie, c'est toujours pareil. Ça peut... Se réjouir du plaisir de l'autre, c'est ce que les polyamoureux appellent la compersion. C'est ça. Dans tout ce que tu disais, ça m'a évoqué. Je ne sais pas, est-ce que tu as connaissance, toi, d'une structure qui a, je crois, pratiquement disparu aujourd'hui, qui est les communautés? Parce qu'autrefois, on a tenté de réinventer l'amour et le couple de nombreuses fois. Une fois récente, c'était dans les années 70. Et là, il y a eu plein de communautés qui ont éclos. Ouais. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il en existe beaucoup. Ça doit continuer. C'est vrai. Mais... Ça a quand même un peu explosé, finalement, ces communautés. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a peut-être de la réflexion aussi, peut-être moins idéaliste dans tout autour de l'habitat partagé, de nouvelles ruralités, quand même, les néo-ruraux, des citadins qui décident de construire soit d'être dans des maisons, des habitats partagés, soit des villages, des éco-villages, des choses comme ça. C'est peut-être un peu la nouvelle forme, peut-être un peu moins idéalisée, qu'à l'époque. J'en sais rien, peut-être plus contractualisé, plus pragmatique, peut-être. Parce que les éco-villages et les communautés rurales dont tu parles, je ne crois pas qu'ils intègrent Ah oui, tu veux dire au niveau sexuel. La sexualité ou le partage. Oui, non, tu as raison. Là, je parlais en mode plus général que. Non, alors après, effectivement, dans la communauté polyamoureuse, il y a des essais. Comment, pardon? Il doit peut-être se passer des choses quand même. Ah oui, des choses qu'on ne sait pas. Mais tu as raison, c'est pas cet endroit-là, effectivement. C'est plus plusieurs familles ensemble. Voilà, après, dans les communautés polyamoureuses, un petit peu, il y a des essais ça va être plus des trouples, voilà, des couples à trois, des choses qui se croisent. Bon. Moi, j'avais une question, parce que je ne sais pas, il y a cette expression qui m'est venue de « tue l'amour ». Quelques exemples de « tue l'amour », on en a plein. Et est-ce que tu aurais des exemples de « tue l'érotisme » Ah ouais. Le truc rédhibitoire qui fait que on ne peut pas atteindre… Et la question que je me posais d'ailleurs, c'est quand il n'y a absolument pas d'amour ni d'affinité, est-ce qu'on peut réussir une aventure érotique? Alors, première question, bonne question. D'ailleurs, il y a une petite méditation au départ, là où je propose de méditer sur l'érotisme, et je dis qu'est-ce qui fait frein pour vous à votre érotisme? Parce que je pense que selon les personnes, c'est quand même assez différent. Qu'est-ce qui pourrait être universellement? C'est une bonne question, tiens. Juste un exemple, parce que j'imagine qu'il y a plein de choses qui peuvent casser l'érotisme. Vraiment, ce serait tous les chapitres que tu donnes, tu vas se mettre en présence, tout ça, ce serait le contraire peut-être. Ne pas être présent, Et s'il y en a un qui devient particulièrement là, tu vois, un truc où vraiment c'est rédhibitoire, c'est le truc qui casse l'érotique. Là, je vois rien. J'ai une idée. Ah, vas-y. Très bien, parce que moi, ça me vient pas. En même temps, la question t'est posée à toi. Ouais, mais je veux bien de l'aide, ça me va. Se négliger. Ah, c'est négligé. La négligence. Pour certains, c'est excitant. Pour Bonaparte. Pour certains, c'est excitant. Il y a des personnes qui peuvent être excitées par des personnes négligées corporellement, même des personnes qui volontairement se négligent corporellement. Donc, je pense que c'est pas. Même pas ça, là, en fait. Ouais, c'est pas universel. C'est pour ça que c'est pas évident à trouver, à mon sens. Ouais. Bon, on va voir s'il y a un exemple. J'aime bien la deuxième partie de la question de Sabrina. Oui. Est-ce qu'il faut de l'amour pour qu'il y ait de l'érotisme, ou est-ce qu'il peut y avoir de l'érotisme sans amour?
Et sinon, Eh ben, ça rejoint mon truc de one shot tout à l'heure. Oui, il peut y avoir, à mon sens, de l'érotisme sans amour. C'est difficile de définir l'amour aussi. C'est-à-dire que on peut se dire aussi qu'une relation érotique belle et nourrissante, sur le moment, il y a une forme de qualité d'amour. Alors, ça dépend de ce qu'on met derrière l'amour. Mais oui, oui, à mon sens, oui. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la créativité érotique et que pour moi, c'est important de dissocier l'amour et l'érotisme. Alors, si les deux sont ensemble, ça donne encore autre chose d'hyper intéressant, mais peut-être justement aussi pour déculpabiliser, pour ouvrir quelque part le champ aussi. Et dans ton titre créativité, là, que tu viens de rappeler là, la créativité érotique, moi, la créativité, évidemment, ça me fait penser à tout ce qui est artistique. Oui. Donc, il y a cette idée qu'on est des artistes de notre sexualité, de notre vie, de nos relations. Ouais, ben, je me suis pas mal inspirée de pratiques artistiques, justement sur ce que tu soulignais, Guillaume, sur ces explorations qui se veulent exploration et pas injonction. Je me suis pas mal inspirée aussi. J'ai eu plusieurs pratiques artistiques comment on appelle ça, improvisation, théâtre d'impro, danse contemporaine impro. Et en fait, dans l'écriture, c'est pareil, dans beaucoup de pratiques artistiques pour sortir du cadre qu'on prend habituellement. Je veux dire, quand on danse, en général, souvent, on va finir par faire les mêmes mouvements. Donc, pour sortir, on fait des contraintes. On décide de contraintes pour emprunter d'autres gestes, voilà. Donc du coup déjà ça j'ai trouvé ça inspirant. Et puis dans la pratique artistique, on va chercher cet état de conscience, cet état de vide, cet état créatif. Et à mon avis, c'est ce même état qu'on peut retrouver dans la sexualité finalement, qu'on soit seul ou avec quelqu'un. Un état un peu transcendantal quelque part. Et qui est unique à un moment donné. Donc, pour moi, c'est intéressant de faire le parallèle, effectivement. Il y a deux hommes qui ont l'air de vraiment beaucoup suivre avec beaucoup d'attention l'interview. Alors, il y en a un qui pose la question, est-ce que la technologie, site internet, film, etc., mais donc, n'a pas cassé le côté érotique fantasmé, ou est-ce qu'au contraire, ça l'augmente? Et j'ai donc ça, c'est Franck, et il y a un autre homme qui s'appelle Francis, et qui dit, qu'en est-il de l'auto-érotisme? Pas l'auto-sexualité, mais l'auto-érotisme. Alors, première question. Tu veux qu'on te la répète, la question, ou ça va? Ouais, non, c'est bon. Je pense que il y a un peu des deux, en fait. C'est-à-dire, comme j'expliquais tout à l'heure, effectivement, si on a un imaginaire qui est que construit sur des images pornographiques, Internet et tout, alors, c'est pour ça que je diabolise pas complètement, parce que ça peut permettre aussi d'accéder à des pratiques qu'on n'aurait pas forcément imaginées et qui peuvent donner du grain à moudre dans notre excitation. Ça peut être même, pourquoi pas, un peu éducatif. Tiens, je suis une nana, j'aimerais bien apprendre à faire des fellations, je vais aller regarder un peu de porno, parce qu'il y a des trucs, alors des fois c'est mal fait, hein, mais des fois il y a des trucs intéressants, par exemple. Donc ça peut venir enrichir, simplement, si ça devient répétitif et s'il n'y a que ça, c'est un peu réducteur. Et de la même manière, les nouvelles technologies, alors aujourd'hui par exemple, il y a la possibilité de webcam, de sexualité à distance, il y a les sextoys qui sont animés à distance, on parle de robots sexuels, pourquoi pas dans l'avenir. Tout ça, on peut se dire que ça... Même ce qu'on fait là maintenant, enfin, je veux dire, soit on se dit, ah, c'est trop triste, ça aurait été tellement mieux de se voir et d'avoir tous ces gens qui nous écoutent dans une salle et compagnie, soit on se dit, ah, chic, vous êtes, je sais même pas où vous habitez, Guillaume et Sabrina, on est super loin, il y a des gens super loin. Comment? Très loin. Très loin. Il y a des gens de partout et super, grâce à la technologie, on peut faire cette rencontre ce soir. Bon, et ça ne va pas empêcher le rapport humain, je pense, j'espère, on a toujours envie de se rencontrer. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose dans la sexualité. Ça peut créer d'autres choses intéressantes, d'autres pratiques intéressantes, érotiques. Et puis, je sais pas, moi, je me dis quand même qu'on aura toujours envie de se rencontrer pour de vrai, charnellement. Et deuxième question, l'auto-érotisme, bah oui, je fais un chapitre dessus au début, effectivement.
C'est d'ailleurs alors ça c'est un parti pris, mais c'est justement plutôt l'idée qu'on peut déjà avoir un univers à soi via l'auto-érotisme hyper large, hyper intéressant et déjà très nourrissant. Et très nourrissant. Et ce que je dis aussi, c'est que qu'on a aussi à gagner des sphères érotiques, d'apprendre à se connaître, parce qu'au moins on n'a pas à se soucier aussi du plaisir de l'autre, donc ça peut apprendre, notamment pour les femmes qui n'ont pas toujours appris à se caresser, à se donner du plaisir et à se connaître. Ça paraît intéressant pour pouvoir aussi l'expliquer à l'autre. Et puis ce que je dis aussi, c'est que c'est pas parce qu'on est en couple, c'est deux espaces différents. Pour moi, on peut être en couple et partager une sexualité, avoir des espaces auto-érotiques qui sont assez différents finalement, et qui viennent pas en concurrence, qui peuvent venir au contraire se nourrir l'un l'autre, à mon sens. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup plus des personnes qui ont été éduquées en femmes. Si j'ai un partenaire ou une partenaire, je suis pas censée me masturber parce que ça voudrait dire que je suis pas satisfaite. On entend moins ça, à mon sens, chez les personnes éduquées en tant qu'hommes, pour qui la masturbation a été plus un rite de passage, on va dire, un peu plus accepté quand même que pour les femmes en général. Même si aujourd'hui, il y a une injonction à la masturbation très forte chez les femmes, mais bon, comme quoi, qui peut être un peu... On n'est pas non plus obligé de se masturber. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ça peut être des espaces complémentaires et pas antagonistes. Chez les hommes, tu connais les derniers chiffres, hein, c'est que 90% des hommes se masturbent et 10% mentent. Tu es au courant? Est-ce que, Capucine, on est bientôt à la fin? Je ne sais pas, c'est vrai, ça a passé, enfin, je ne sais pas pourquoi. C'est passé super vite. Ça a été super comme un sympa. éclair. Très agréable. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Comment on pourrait conclure cette interview sur l'érotisme? Peut-être que je pourrais lire un bout de ma conclusion, remarquez. Parce que dans ma conclusion, je fais un parallèle un peu entre ce que j'ai vécu dans le processus d'écriture et finalement ce qu'on peut vivre les mouvements qu'on peut vivre dans une vie érotique, parce que c'est ce que j'explique aussi, c'est que en fait ça bouge, c'est pas acquis une bonne fois pour toutes, donc on a autant de... Enfin, chaque minute est différente finalement érotiquement. On pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sinon Moi, je me suis posé la question tout à l'heure. Tu as parlé de 2 groupes que tu suivais. Oui. Un groupe d'hommes et un groupe de femmes. Ah, oui. Tu trouvais que c'était très intéressant de les suivre. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Comment ça se passe? Oui. Oui. Ça m'a l'air super intéressant. Ouais. Alors en fait, au début, donc effectivement, c'est chouette de ramener peut-être à l'école de Capucine, parce qu'en fait, c'est aussi pour ça que ce bouquin est vivant, c'est parce que c'est des espaces qui se répondent, en fait. Le livre, c'était aussi une façon... Tout le monde n'a pas envie de venir en atelier sur l'érotisme, donc c'était une façon de rendre plus accessible ce qu'on y faisait, sachant que du coup, il y a à peu près toutes les introspections, c'est des introspections que j'ai proposées en groupe, donc qui ont déjà été vécues, expérimentées, les explorations, c'est plus lié au cabinet pour le coup. Donc, au départ, je faisais que des ateliers en one-shot, pour reprendre ton terme. Et puis, les personnes, qui venaient un peu timides, au bout de 2 heures et demie d'atelier, trouvaient ça vraiment génial de parler à des inconnus comme ça de sexualité. Et on commençait à me dire, ce serait génial d'avoir des trucs suivis, en fait, le même groupe, avec un travail plus approfondi. Donc, c'est comme ça que j'ai créé les cycles de croissance érotique et qui au départ était en non-mixité, parce que je trouve que c'est intéressant en non-mixité, parce que ça permet aussi du coup de travailler ces sujets-là sans être forcément dans tous les questionnements qu'il peut y avoir avec l'autre genre. Donc j'en ai animé déjà pas mal, et là je viens de post-Covid d'en reprendre, et donc j'ai un groupe de femmes et un groupe d'hommes qui sont pas du tout ensemble. J'ai plus de facilité à recruter des femmes entre guillemets que pour le groupe d'hommes, tout ça, alors qu'il y a plein de trucs à faire du côté des hommes, et je trouve ça vraiment génial le travail sur la sexualité entre hommes, mais en ayant été moins éduquée à l'intime, au partage intime, forcément l'accès est un petit peu plus compliqué. Une fois qu'ils y sont, c'est génial, mais voilà.
Donc, ce sont des groupes que j'accompagne pendant 6 mois pour un atelier par mois de 3 heures avec une thématique à chaque atelier différente. Donc, il y a justement l'imaginaire érotique, l'érotisme féminin, la rencontre avec l'autre. Voilà, il y a plusieurs thématiques. Et c'est des petits groupes de 6 personnes, ce qui permet vraiment quelque chose d'approfondi. Puis ça me permet, moi, de vraiment accompagner aussi chaque personne du groupe. Et c'est vraiment très puissant parce que du coup, donc il y a en même temps un travail corporel, c'est-à-dire autour de la méditation, vraiment d'habiter son corps, un temps pour les partages, il y a des temps théoriques, enfin il y a plusieurs choses différentes. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est la notion de fraternité, de sororité, comment les autres, enfin c'est génial parce qu'à chaque fois, on se reconnaît dans toutes les autres personnes qui sont là et je trouve encore plus puissant qu'un travail en cabinet. Enfin, c'est différent parce que du coup, on s'enrichit vraiment de la parole des autres. Et les personnes qui finissent ces cycles, en général, disent c'est le début du chemin, parce qu'en fait, c'est un chemin d'une vie. Et donc, il n'y a pas de bonne réponse. Non, c'est clair, il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, il n'y a pas de réponse pour tout le monde. Et puis, 2, ça devient comme des ambassadeurs et des ambassadrices après à l'extérieur. Donc, c'est des gens qui deviennent, pour qui ça devient facile de parler de ces sujets, qu'on parle à leurs copains, leurs copines, et puis hop, 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 ça se répand. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est vraiment un travail hyper intéressant. Du coup, c'est à Toulouse, c'est ça? Alors ça, c'est à Toulouse. Mais du coup là, on va aussi, j'avais créé avec une autre personne, Hélène Spielmann, on est deux à avoir créé un cycle de croissance érotique en mixité. Et là, on a décidé de le proposer au mois d'avril en présentiel pendant 4 jours, ce qui permet justement vraiment à tout le monde de venir. Et je me dis que ces cycles-là, je vais essayer de trouver peut-être une formule sur 3 jours, ce qui permettrait effectivement de venir d'ailleurs, quoi. Bien sûr. Voilà. Parce que ça, pour le coup, j'ai moins envie de le faire via Internet. Je trouve que ça enlèverait un peu quelque chose, ouais. Donc, mais il y aura des stages en présentiel aussi. Voilà. Parce que c'est vrai que en France, la question pour travailler la sexualité en groupe, il y a le tantra que je trouve tu t'en as parlé tout à l'heure, vous en avez parlé tous les deux. C'est vraiment des espaces hyper intéressants. C'est à peu près, enfin, c'est pas les seuls espaces, mais vraiment pour travailler quand même sur la question de la sexualité, c'est un des espaces importants, mais qui a quand même une voie prédéfinie. C'est une voie le tantra. Moi c'est aussi quelque chose qui m'inspire. Mais moi, j'avais envie de proposer des stages et des espaces où il n'y a pas une voix, en fait. La voix, elle est à l'intérieur de soi et elle peut changer à chaque minute. J'avais envie d'essayer modestement de proposer plutôt ça, plutôt quelque chose qui, enfin, vous l'avez compris, quoi, plutôt quelque chose qui serait défini. Très sensible de ton livre. Et dans tes groupes, on peut venir en couple aussi? Oui, en mixité, on peut venir en couple ou seul. Oui, tout à fait. Et en non-mixité, du coup, forcément, à moins qu'il pourrait y avoir des couples d'hommes ou de femmes, mais c'est pas forcément évident d'être vraiment dans le petit groupe. C'est peut-être ça que j'ai envie de dire. Évidemment, que ça soit mon bouquin ou mes activités, elles se veulent le plus inclusives possible. Mais il se trouve que je me suis dit aussi que finalement, dans ce grand monde hétéro, ou parce qu'on est hétéro, on est censé aimer ci ou ça, c'était peut-être là où il y avait le plus de boulot pour déconstruire. Parce que finalement, les personnes qui s'interrogent sur leur genre, sur leur orientation sexuelle, sur leur pratique, à un moment donné, elles s'interrogent, donc elles déconstruisent. Et donc, elles ont peut-être moins besoin d'espace comme ça. Parce qu'il y a eu un travail de fait de déconstruction. Quand on est hétéro, sans trop de questionnement, c'est là où il y a probablement, à mon avis, le plus de boulot à faire. Et c'est là où, en tout cas, mon bouquin, finalement, touche, même si j'ai aussi des couples homo qui s'en saisissent, c'est quand même plus, finalement, plus adressé aux les hétéros s'y retrouvent plus, quoi. Mais sans doute parce que c'est là où il y a le plus, en un sens, de job à faire. Le travail de job. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que même si je m'adresse aux couples, l'école, pour moi, aujourd'hui, on n'est pas soit en couple, soit pas en couple. Il y a plein d'espaces intermédiaires. Et donc, voilà, pour moi, c'est un peu bienvenu à tout le monde. Et c'est intéressant de mélanger aussi les couples et les non-couples. Et les solos. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Nous, on continuerait volontiers encore des heures sans s'arrêter. Mais l'expérience montre qu'au-delà d'1h30, c'est bien, ouais, ça suffit. Merci, ouais.
Donc, merci encore pour ton livre, pour ta présence, pour avoir accepté aussi vite notre proposition d'interview et t'être montré vraiment dynamique et enthousiaste. Et pour nous, c'est vraiment un plaisir de faire ta rencontre aujourd'hui, bien que ce soit effectivement à distance, car je dois te dire la vérité, nous ne sommes pas dans l'immeuble d'à côté, en fait. Nous sommes à Rambouillet, donc c'est assez loin de chez toi. Juste à côté. Et sinon, je voudrais profiter du fait que voilà, c'est la fin, pour annoncer que dans 15 jours, donc le 6 décembre, nous allons à nouveau interviewer quelqu'un. C'est une personne qui nous est chère, qui s'appelle Sabine Seguin, qui est spécialisée depuis de nombreuses années maintenant dans, d'une part, l'accompagnement des victimes de violences sexuelles en thérapie, hein, et d'autre part, la formation de thérapeutes à l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Elle a énormément de choses à nous dire. C'est une femme qui est très généreuse, qui travaille avec des gens, des patients qui vont de 4 à 78 ans. Donc, elle a vraiment ce courage-là d'aller travailler avec les enfants victimes de violences sexuelles au moment où ils en sont victimes. Donc, il y a peu de thérapeutes qui le font, hein. C'est important de le souligner. Voilà, et elle a une approche psychocorporelle qui mêle différentes approches. Donc voilà, elle va nous parler de tout ça. Et comme je connais Sabine, ça ne sera pas tragique du tout. Je pense qu'on va beaucoup rire et beaucoup s'amuser et beaucoup apprendre en même temps. Voilà, l'intitulé, c'est Résilience après une violence sexuelle. Voilà, la résilience après une violence sexuelle. L'autre chose que je voudrais qu'on n'oublie pas de dire, parce qu'on oublie à chaque fois, et à chaque fois, une fois qu'on a terminé, Sabrina me dit « Ah, tu as encore oublié d'en parler ». C'est moi qui ai oublié, c'est et là, c'est toi. C'est que nous avons un compte Instagram qui s'appelle université.de.l'amour. Allez-y, abonnez-vous, il y a plein d'infos, on poste des trucs tous les jours. Capucine, tu sais, puisque tu t'es abonné, il y a tous les jours quelque chose, des informations, des idées, des conseils, des exercices, etc. Des témoignages de femmes. Des témoignages de femmes qui sont rassemblés par Sabrina. Voilà, donc c'est très riche et ça permet de faire le lien entre deux interviews ou deux conférences, puisqu'on va aussi donner une conférence à la rentrée, mais on en parlera plus tard. Voilà. Super. Merci à vous. Hein. De ta bonne humeur, de ta joie, de ce partage, c'était magnifique et vraiment, c'était un plaisir. Oui, vraiment. Merci à vous pour toutes vos questions, tout ça, et tout votre travail. ما اخترت غيركم